Bonjour à tous, donc on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Dominique Michel, donc, qui est diplômé en anthropologie de l'Université de Montréal et qui est auteur de livres et qui porte un regard critique sur cette crise sanitaire du Covid. Merci beaucoup, eh bien merci pour cette invitation. Je suis évidemment très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je l'ai écrit. Pour moi, l'IHU a été un bastion de probité scientifique et médicale au cours des 15 mois écoulés, dans un paysage où on a constaté beaucoup d'effondrements. Et je vous remercie d'avoir tenu ces valeurs, mais peut-être que l'exposé que je vais faire va documenter un peu pourquoi je dis ça. Et les gens qui me connaissent sachent que la flatterie ne fait pas partie de mon fonds de commerce, donc c'est vraiment ma perception sincère. C'est vrai que la situation qu'on vit, elle est complètement extraordinaire. Qui, au mois de décembre 2019, aurait pu imaginer qu'il se serait produit tout ce qui s'est produit depuis? Et puis pour tous les connaisseurs du domaine comme vous et moi, eh ben, on a vu un ensemble d'anomalies dans les réponses sanitaires, dans la manière d'aborder la question, dans la manière de la mesurer, dans la manière de la communiquer. Et donc, progressivement, s'est instauré un décalage vraiment marqué entre la réalité épidémiologique de ce nouveau virus et ce qu'il provoque dans les populations et une narration collective qui s'est complètement emballée. Alors effectivement, il y a certains concepts comme l'hyper-réalité qui peuvent être mobilisés avec profit, mais c'est là où peut-être le regard de l'anthropologie a quelque chose de spécifique à aborder, puisque l'anthropologie, c'est l'étude de l'espèce humaine, vaste projet, me dit-on souvent, et notamment ses modes d'organisation, mais aussi ses systèmes de pensée, et comment il y a une interaction entre différents niveaux de la culture. L'anthropologie de la santé, c'est étudier comment l'espèce humaine envisage la santé et la maladie à travers l'espace et le temps, sachant que la maladie est un universel, donc chaque culture a élaboré des propositions explicatives sur pourquoi on tombe malade, et puis une fois qu'on est malade, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux. Et aujourd'hui, l'anthropologie de la santé s'intéresse vraiment à l'articulation entre les besoins de la population et les réponses sanitaires, les réponses de soins. Alors juste pour donner 2 ou 3 éléments personnels, mon champ de spécialité, ce sont les déterminants de la santé, donc essentiellement épidémiologie des maladies non transmissibles, mais c'est vrai que par ailleurs, le Covid étant une syndémie, c'est-à-dire que c'est un agent infectieux qui devient dangereux s'il y a déjà des pathologies installées qui elles-mêmes sont chroniques la plupart du temps, finalement il n'y a pas vraiment de séparation. Et je suis également un spécialiste des processus de rétablissement, de salutogenèse, et avec un regard très affûté, ça a été la recherche de ma vie, dans l'évaluation de la manière dont les réponses de soins sont plutôt salutogènes, c'est-à-dire qu'elles aident les gens à aller mieux. Au contraire, pour un ensemble de raisons, d'interférences, elles tendent à disqualifier les gens ou les enfoncer. Et malheureusement, il y a beaucoup d'institutions de nos jours qui sont devenues passablement salutogènes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rappeler ce point de départ. Nous sommes dans une singularité. Il n'y a jamais rien eu d'équivalent dans l'histoire de l'espèce humaine. Michel Serres, le philosophe avec qui je me suis entretenu quelques mois avant sa mort, insistait sur le fait que nous n'étions pas dans une crise. C'était avant le Covid. Il disait « nous sommes dans un changement de monde ». Il y a eu quelques seuils dans l'histoire de l'humanité, l'agriculture, la sédentarisation, l'invention de l'écriture, l'imprimerie, où tous les systèmes sociaux ont été bouleversés à courte échéance du fait d'une innovation ou d'un changement. Donc lui, il insistait qu'on était là-dedans. Et Edgar Morin, qui vient de fêter ses 100 printemps, qui a traversé plein de choses, résistance pendant la Deuxième Guerre, les 30 Glorieuses, la révolution sexuelle, le choc pétrolier, dit à l'âge vénérable qui est le sien qu'il n'a jamais vu une crise aussi multidimensionnelle et totale. Et c'est là justement où ça peut être intéressant de sortir juste des questions sanitaires, même si elles sont intéressantes, mais de le remettre en perspective. Donc j'avais d'abord envie de vous dire merci. Merci parce que vous avez préservé l'éthique médicale qui est de soigner les gens. Et en ce qui me concerne, je suis époustouflé de voir que ce repère premier de votre profession, qui fonde toute l'éthique du métier, a pu disparaître aussi rapidement et de manière aussi efficace. Enfin, on verra qu'il y a un certain nombre de forces qui travaillent derrière. Et pourquoi est-ce que c'était tellement important de soigner les gens? Eh bien, parce que la prise en soin en elle-même est thérapeutique et prophylactique. Le même remède donné à l'issue d'une consultation de 10 minutes en disant « j'ai lu vos tests biologiques, voilà ce qu'il vous faut », ou au bout d'1 heure de consultation empathique où le médecin écoute son patient, peu de médecins savent vraiment faire ça, mais on peut y tendre en tout cas, eh ben, le médicament n'a pas le même effet. Ça a un impact. Et
dans un processus tout à fait basique, et quand on se sent mal, on a besoin de réconfort ou de soulagement, on va voir quelqu'un qui a quelque chose à proposer, et il y a donc une dimension psychologique et sociale à la consultation elle-même qui est salutogénétique, qui est thérapeutique. Alors, Fabrizio Benedetti, qui est un des grands connaisseurs de l'effet placebo, a montré qu'en fait, c'est à peu près les mêmes zones du cerveau qui s'allument, et notamment celles qui produisent de l'ocytocine et de la sérotonine. Donc, il y a vraiment un apaisement, un premier, qui va avoir un impact, évidemment, sur le psychisme, mais aussi sur le corps. À l'inverse, quand on laisse les gens dans un état de stress chronique, et celui qui a été vécu depuis 15 mois est inimaginable en termes de violence des messages assénés sur le cerveau des citoyens, eh ben, on voit qu'il y a une disruption entre les fonctions exécutives, donc le néocortex, un contrôle exécutif, et les structures affectives qui peut conduire à une perte de compétences cognitives. Alors il paraît qu'on avait déjà perdu quelques points de QI au cours des dernières décennies, mais là, depuis 15 mois, j'ai l'impression que c'est allé à la vitesse grand V, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est obéré dans la faculté de penser de la plupart des gens, mais aussi de collectif. Et puis un autre élément, alors là je suis vraiment dans mon dada, donc je me permets de le partager avec vous, mais parce que beaucoup de médecins l'ignorent et c'est tellement important. En fait, on a découvert il y a une douzaine d'années, on a confirmé, c'est une méta-analyse, que la quantité et la qualité des liens sociaux qu'on entretient avec d'autres personnes est un des déterminants principaux de la santé. Vous pouvez voir que dans cette étude, elle est même évaluée à 50%. C'est-à-dire que si jamais vous avez un bon réseau relationnel, vous êtes 2 fois moins à risque de décéder que si jamais vous avez perdu vos liens sociaux. Je pose la question au passage, qu'a fait le confinement à répétition? Ok. Et ce lien entre la sociabilité et le système immunitaire, les processus inflammatoires, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Quand on est dans un état d'inflammation, on tend à se retirer des relations qu'on a, pour prendre soin de soi, se reposer. Mais si on perd les liens sociaux, il y a des processus inflammatoires qui apparaissent, et regardez ça, avec des libérations massives de cytokines pro-inflammatoires, qui était justement ce qu'on espérait éviter pour pas que ça conduise à des cas graves. Donc ce que ça suggère, si on réfléchit vraiment les choses dans une perspective de santé, c'est que cette mesure en elle-même a fragilisé l'ensemble de la population dans son immunité et dans son état inflammatoire, dans sa neutralité inflammatoire, et ça évidemment que c'est le genre de choses qu'il aurait fallu prendre en considération avant de prendre un certain nombre de mesures. Alors, je vais vous faire une présentation très anthropologique, voilà, parce que je suis d'une autre tribu que la vôtre, même si on se fréquente beaucoup. Et ça, c'est un modèle qui vient d'une école de pensée qui n'est pas la mienne. C'est du matérialisme culturel. Mais il y a peut-être un petit clin d'œil qui est aussi le rappel qu'une méthodologie doit toujours être choisie en fonction de son objet d'étude et des choses qu'on espère mettre en lumière. Et ça, c'est un schéma très classique qui vient du marxisme. Bon, Marx n'a pas eu tort sur tout. Et qui observe que nous sommes des êtres biologiques inscrits dans un environnement, bien sûr. L'infrastructure, c'est tout ce qui régit les systèmes de production et de reproduction, donc qui permet à l'espèce humaine de se perpétuer dans un environnement. L'étage des structures, ce sont les systèmes sociaux, systèmes de parenté, économie, droit, justice, médecine, médias, etc. Et la superstructure, c'est le monde des idées, des systèmes de croyances. Et comme l'ont montré les anthropologues, il y a vraiment des boucles d'interaction entre ces différents niveaux, c'est-à-dire qu'il peut se produire un événement dans n'importe lequel, mais qui va avoir des répercussions évidemment sur les autres niveaux. Et donc quand une nouvelle bestiole arrive, ça vient impacter ça, c'est quelque chose qui évidemment se situe plutôt au niveau de l'environnement et de l'infrastructure, mais heureusement, on a depuis des années et des années des plans pandémie, des programmes de gestion des épisodes épidémiques, des codes de bonne conduite, des bonnes pratiques, des standards dorés, on sait quoi faire. Et évidemment que ce qu'on redoute tous par rapport aux pandémies dont on est conscient qu'elles peuvent arriver depuis un certain temps, c'est qu'il y en ait une très mauvaise qui fauche 10, 20, 30% de la population comme ça a été le cas dans le passé. Et là, heureusement, c'est un épisode évidemment qui n'est pas anodin, mais qui n'a pas eu des proportions non plus complètement exagérées.
Donc, Dieu merci, on avait les plans de lutte contre les pandémies dans tous les pays, bien faits, j'en avais connaissance pour la plupart du temps, avec toutefois deux dimensions critiques. La première, c'est est-ce que c'était bien fait, est-ce que le contenu était adéquat, et le deuxième, c'est est-ce qu'on avait les moyens d'appliquer ce qui était prévu dans les plans. Et là, c'est la première singularité absolue de cette histoire, c'est qu'on n'a absolument pas appliqué ce qu'on savait devoir appliquer pour bien gérer une épidémie de cette nature. Donc c'est absolument fascinant. Vous avez le livre de Philippe Douste-Blazy qui avait créé un de ces plans juste après les années 2000, et puis l'inventaire de Christian Perron, qui a quand même présidé pendant plus de 6 ans la commission des maladies infectieuses de la Haute Autorité de Santé. Donc il était en charge de la réponse, et il dit mais tout ce qu'on avait prévu a été mis en échec. Et c'est d'une certaine manière également mon constat, malheureusement. Ça s'est accompagné, ça vous aura peut-être pas échappé, d'une attaque systématique des meilleurs experts. C'est sidérant. Depuis 15 mois, j'ai entendu que John Ioannidis était un charlot, que Didier Raoult était un charlatan, que Christian Perron ne savait pas de quoi il parlait, nos 3 épidémiologistes de Oxford, Harvard et Stanford en haut, qui sont à l'origine de la déclaration du Great Barrington, ils n'ont rien compris. Donc vous avez les meilleurs dans ces différents domaines qui ont été disqualifiés de manière systématique. Alors il y a un élément de violence mimétique qui peut être compris à la lumière d'une systémique sociale, mais il y a aussi évidemment des campagnes de dénigrement orchestrées, qu'on appelle du bashing, et il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, pour essayer de semer le doute sur chacun de ces individus. Alors moi je vous l'ai dit, l'épidémiologie infectieuse c'est pas mon domaine, j'ai suffisamment de base pour essayer de le comprendre. Et qu'est-ce que je fais quand je suis dans quelque chose que je ne connais pas? Je me tourne vers qui? Les meilleurs. Et là, il y a eu un travail de sape qui a visé à faire taire les meilleurs et à promouvoir ce qui relève, je m'en excuse, comme je suis indépendant, je suis assez libre de ma parole, d'une forme de médiocratie institutionnelle. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés dans des positions de responsabilité, non pas du fait de leur compétence ou de leur intelligence, ou pas uniquement en tout cas, mais de leur conformité à certaines attentes ou de leur habileté dans le jeu politique institutionnel. Et donc c'est ce second étage, beaucoup plus ignorant et moins compétent, qui a été à l'origine d'un certain nombre de décisions. Alors on va passer très brièvement en revue quelques-unes des mesures phares de ce qui nous a été imposé. J'ai trouvé un moment fondateur où en fait, après la grippe aviaire en 2005, l'administration Bush a demandé à des think tanks de penser à quelle pourrait être la réponse à une pandémie plus grave que celle qu'il y avait eu, vu que celle-là s'était un peu éteinte dans l'œuf. Et ça, c'est une étude incroyable qui a été réalisée par des gens dont aucun n'a de compétences ni en infectiologie ni en épidémiologie. Vous avez des modélisateurs, vous avez une gamine de 14 ans, Laura Glass à l'époque, 14 ans, qui a été en charge du modèle mathématique. Vous voyez, Albuquerque Public High School, lycée de Albuquerque, 14 ans. Et ça, c'est publié dans la littérature scientifique sur la base d'un modèle mathématique très simple. C'est qu'une épidémie, c'est comme les boules de billard. Vous avez une boule de billard qui percute 3 boules de billard, qui chacune percute 3. Donc, après, voilà, une gamine de 14 ans peut faire ça. Puis elle s'est dit, si on ferme les écoles et les commerces, qu'est-ce qui se passe? Et donc, recommandation, il faut procéder à un lockdown. J'ai pas trouvé de traces plus anciennes que ça dans l'histoire récente. Et ça provoque une réaction tout à fait intéressante de la part de gens qui, eux, s'y connaissent, notamment Donald Henderson, qui est crédité de l'éradication de la variole, qui en tout cas a joué un rôle important là-dedans, et qui, lui, dans la foulée, dit « Mais attendez, on peut absolument pas dire des choses comme ça. Il faut vraiment étudier l'effectivité et les conséquences adverses des mesures qu'on est susceptible de prendre pour qu'on ait une réponse de soins qui soit adéquate et intelligente. » Et il termine son papier, c'est aussi publié en 2006. L'expérience a montré que les communautés confrontées à des épidémies réagissent mieux et avec moins d'anxiété lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le moins perturbé. Le moins perturbé. Et il ajoute qu'il faut une gouvernance forte pour rassurer et garantir que les services de soins médicaux sont fournis. Donc en prévention, en prophylaxie, en traitement précoce, en traitement intensif, à tous les stades. Et il conclut, regardez, c'est prophétique, en 2006, si l'un ou l'autre n'est pas optimal, une épidémie gérable peut se transformer en catastrophe. Voilà.
Et de mon point de vue, c'est vraiment l'hypothèse, la seule hypothèse à laquelle je puis arriver aujourd'hui, c'est que c'est exactement ce qui s'est produit. On a fait d'une épidémie qui était tout à fait gérable selon les standards habituels, quelque chose qui ressemble à une catastrophe. Alors si on se penche un petit peu sur la question du confinement, vous l'avez dit très vite, c'est une mesure moyenâgeuse, ça ne permet pas de ralentir ou juguler une épidémie, évidemment, sauf au tout début dans un territoire isolé. Donc si en Nouvelle-Zélande, dès qu'on a les premiers cas, on confine, ça peut éteindre l'épidémie, dès lors qu'on bloque les voyages. Mais ici, il semble, d'après les tests de prévalence en Italie, que le SARS-CoV-2 a circulé dès le mois de septembre 2019, on est en tout cas sûr pour la France octobre. Entre octobre et fin février, il n'y a pas de pandémie style grippe de Hong Kong, dont je me souvienne. Qu'est-ce qui fait qu'un virus aussi contagieux qui circule ne provoque pas de dégâts à ce moment-là? Une hypothèse, mais vous me corrigerez, c'est peut-être qu'on a soigné les gens pour des pneumopathies et donc avec des macrolides ou de l'azithromycine, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, voilà, on sait qu'une fois que ça a circulé, pourquoi c'est à éviter à tout prix? Parce que ça n'a aucun impact sur la circulation de l'épidémie. Par contre, et c'est Peter Gotche à la fin du mois de mars qui m'a mis sur cette piste, il m'a dit mais va regarder les recherches de Peter Ahabi en Guinée-Bissau autour de la rougeole, qui sont très connues, on a confiné, qu'est-ce qu'on a vu? Que ça a fait créer une surmortalité, parce qu'une personne infectée qui est confinée à demeure avec son entourage, surinfecte l'entourage en question, pour lequel le taux de mortalité est 4 fois plus élevé que le primo-infecté. Donc c'est vraiment le truc à ne pas faire. Je veux dire. En fait, ce qu'on a fait dès lors que le virus avait beaucoup circulé, c'est une multitude de micro-clusters hyper dangereux qui précisément vont déclencher des formes graves. Donc si ça c'est une bonne réponse sanitaire, il faudra m'expliquer un peu. Et donc, on a une séquence, que vous avez été aux premières loges pour la mettre en lumière. On a contraint les gens à l'isolement, la peur et l'anxiété, défaut de soins, immunité fragilisée, état inflammatoire qui de toute manière n'est pas très heureux dans ce genre de cas. Vous avez identifié le fait qu'il y avait dans les risques, dans les cas d'aggravation, une hypoxie heureuse qui s'installait et qui évidemment donnait une fenêtre de détection. Donc j'ai eu le cas récemment à Genève, le papa d'une amie âgée a commencé à se sentir mal, il a été acheter un hygromètre de pouls, quand il a vu que ça descendait à 92-90, il a fait venir le médecin d'urgence, hospitalisé, sous oxygène, il est ressorti 4 jours plus tard. Et passant à côté de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Des hospitalisations tardives, c'était trop tard. Et l'essentiel de la mortalité en mars-avril, c'était dans les heures ou les jours qui suivaient l'hospitalisation, c'était trop tard. Pronostic compromis, explosion du nombre de cas graves, engorgement des hôpitaux. Vous mettez la loupe de la presse là-dessus, vous avez une catastrophe planétaire, et à ce moment-là, il y a un emballement, parce qu'on bascule dans cette autre réalité, qui n'est pas la perception réaliste des choses, mais un fantasme, pour lequel nous avons évidemment des traces mnésiques ancestrales. Et d'ailleurs, un ministre ou un député français, au courant de l'été, a osé comparer le Covid à la peste noire. Antoine Flahault a osé comparer ça à Ebola, pour les personnes âgées. Donc, vous voyez, ces fantasmes, ils sont là, évidemment, qui nous tiennent au cœur, parce que, au corps, vu que notre survie est tellement importante, et ils peuvent s'enflammer. Donc, il y a eu vraiment une destructivité du confinement, ça a été révélé très vite par les gens qui s'y connaissent. Voilà, donc là, je ne vais pas détailler ces différents étages en particulier, si ce n'est dire, par exemple, on a généré une pathogénie. La pratique modérée d'un sport permet de réduire de 2,5 fois le risque de faire des cas graves. Donc quand on confine les gens en fermant les fitness et les centres de sport, bravo les mecs, c'est encore une bonne mesure. Et puis surtout, ça crée une dévastation économique et sociale qui est juste apocalyptique. On ne se rend pas compte des conséquences qu'il va y avoir sur la durée. Et ça, alors c'est plus proche de mon domaine d'expertise, explosion des troubles psychiques. Et j'en suis d'autant plus malheureux que dès le mois d'avril de l'an passé, j'ai dit aux autorités de mon pays, mais soyons prudents, bien sûr, mais surtout évitons de générer une psychose qui va créer des conséquences encore plus dommageables. Et là, au bout de 15 mois, on voit qu'il y a une explosion des troubles psychiques. Les services de psychiatrie sont submergés, des suicides qui flambent, et l'apparition de suicides d'enfants qui, pour moi, alors ça, c'est c'est la barrière, quoi, où on a vraiment basculé dans la barbarie de ne pas avoir anticipé ça. Et vous avez peut-être vu ces reportages de services de pédopsychiatrie à Sainte-Anne, je crois,
où une enfant de 10 ans dit dans ce monde-là, moi j'ai plus envie de vivre. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que de mon point de vue, elle a en partie raison. Quand un monde devient aussi fou et maltraitant, je trouve qu'il est légitime qu'une gamine de 10 ans se pose la question de savoir si ça vaut la peine de vivre là-dedans. Il ne faut surtout pas pathologiser cette question-là, bien sûr qu'il faut l'accompagner, prendre soin d'elle. Mais le pire, c'est que c'est logique. Voilà. Et puis tout ça dans une tonalité d'arbitraire, de brutalité, de violation crasse de l'éthique et des bonnes pratiques en santé. Alors il ne suffit pas de le dire, il faut le documenter, parce que ce sont des mots assez forts. Et on sait maintenant qu'il est apparu un discours que mon éminent confrère Laurent Micheli appelle la doxa du Covid. C'est un discours parallèle qui n'a rien à voir avec la réalité des faits, qui les distord de manière systématique, mais qui est extrêmement convaincant, notamment du fait qu'il paraît logique. Vous savez qu'on dit qu'il y a pas mal de vérités qui sont contre-intuitives, il y a beaucoup de mensonges qui sont intuitifs. Et donc la doxa du Covid, c'est quoi? C'est 4 idées simples, dont chacune est fausse. La première, c'est qu'on a vécu une pandémie gravissime qui a fait que chacun d'entre nous était en danger. C'est faux. En dessous de 65 ans, le risque de mortalité n'a pas varié par rapport aux années précédentes. Et la surmortalité numérique qu'on a observée est due essentiellement à la pyramide des âges. On a eu 30% de personnes de 90 ans et plus, en plus, dans les 10 années écoulées. Donc c'est clair que si vous avez 300 000 personnes âgées de 90 ans et plus, et puis qu'il y a 100 000 morts attribuées à quelque chose, il peut y avoir éventuellement un lien, et quand on lisse les choses, comme Vincent Pavant l'a magnifiquement fait, on voit que c'est totalement une distorsion. Deuxième élément, il n'y a pas de traitement précoce efficace, donc j'aurais pas besoin de vous dire qu'on sera d'accord sur le fait que c'est complètement faux. Les mesures de contrainte sont nécessaires et incontournables? Non. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand les meilleurs experts au monde le disent, on ne les écoute pas. Et finalement, alors vous savez que la Suisse est le paradis des laboratoires pharmaceutiques, mais notre ministre de la Santé a dit en mars 2020, notre seul espoir c'est qu'il y ait un vaccin, en mars 2020. Un vaccin pour un virus à ARN, avec une technologie qu'on n'a jamais utilisée, il exclut d'emblée toutes les autres possibilités. Alors ce que Laurent Micheli a montré dans la foulée, c'est qu'il y a 4 agents principaux qui portent ce discours, mais qui aussi veillent à ce qu'aucun contre-discours ne puisse exister, qui ait un impact quelconque sur la société. Ce sont nos gouvernements qui ont dit une somme de bêtises, de salades et de mensonges absolument extraordinaires. C'est pas entièrement nouveau, mais quand même, ça frappe. L'OMS, surtout influencée par les différentes fondations de Bill Gates et de la Chine. Il faut savoir que le confinement, notamment, si on fait l'historique, c'est dans aucun plan pandémie. Par contre, la Chine l'impose à Wuhan, l'OMS commence par réagir en disant « Ah, c'est bizarre, on n'a jamais vu ça ». Quelques jours après, Tedros dit « Ah, mais ça a vraiment l'air bien votre truc, ça a l'air de marcher ». Et encore quelques jours après, le directeur adjoint de l'OMS dit « C'est ça qu'il faut faire dans tous les pays ». Donc un glissement absolument incroyable. Les GAFAM, qui censurent la science qui ne va pas dans le sens de la doxa. Donc moi j'ai eu des articles de vous, de Christophe Debrouet, un des meilleurs spécialistes de santé publique d'Europe, qui ont été censurés par Facebook parce qu'ils n'aimaient pas les conclusions de ces scientifiques. Mesurer le monde dans lequel on est en train d'entrer. Et puis la presse et les médias, vous avez vu les fact-checkers et les debunkers qui font une désinformation absolument somptueuse, mais ce sont les gardiens du dogme, de la police de la pensée. Et donc le drame, j'ai envie de dire, c'est que ça a été tellement martelé, et c'est tellement convaincant, parce que si on n'a pas les éléments de contraste pour prendre de la distance, ma foi, il y a des gens qui meurent, ça a l'air d'être très dangereux, non, l'hydroxychloroquine pas, l'ivermectine non plus, il faut qu'on se terre chez nous, puis heureusement qu'il y a le vaccin. Et les gens se précipitent sur le vaccin, c'est bel et bien ce qu'on voit. Alors, on pourrait faire la liste des anomalies. Vous connaissez la théorie des catastrophes. Soit il y a un événement qu'on ne pouvait pas prévoir, une météorite qui tombe sur Marseille, il n'y a plus de Marseille, pas de chance. Soit, la plupart du temps, c'est une succession d'événements qui eux-mêmes sont sans gravité particulière, mais qui s'enchaînant arrivent à créer une déflagration. Et donc là, on a vraiment quelque chose de juste invraisemblable. On a mis en échec le rideau des médecins généralistes, qui est vraiment le premier principe de gestion des épidémies. Mesures de contrainte arbitraires, imposer le port du masque à des gens en bonne santé.
Moi, je veux faire une bouteille de champagne. À qui me sortait un plan pandémie dans lequel cette idée-là a été prévue. Confinement généralisé de la population en bonne santé, on n'est plus au Moyen-Âge. Absence de recommandations de prévention, mise en échec des options de traitement et le tout vaccinal. C'est quand même une jolie liste d'anomalies. Il y a au passage, et ça, alors moi qui ne suis pas médecin mais anthropologue de la santé, ça me fascine, un effondrement de tous les principes éthiques en santé. J'avais l'impression que c'était quelque chose de quand même assez solide dans le corps médical, mais là je me demande où c'est passé, ou dans les autorités de santé. Donc là, c'est quelques principes qui étaient énoncés en 2005, si je ne m'abuse, par l'OMS. Vous voyez que les mesures doivent être nécessaires, on ne fait pas quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va être utile, raisonnable, proportionné, non discriminatoire. Quand on ferme les restaurants et qu'on laisse les transports publics ouverts, la discrimination elle est quand même assez évidente. Est-ce qu'il y a un lieu qui est réellement moins problématique que l'autre? Les décisions publiques doivent être soumises et discutées collectivement, et non pas enfermées par une doxa dans la police de la pensée. Et puis finalement, c'est essentiel de communiquer de manière non alarmiste. Et c'est ce que j'aurais souhaité en ce qui me concerne. Donc, je me suis beaucoup exprimé, notamment par le biais d'un blog, avec une intention salutogénétique. C'est-à-dire, le premier besoin dans une situation qui peut être perturbante, c'est de comprendre ce qui se passe et d'avoir les bons ordres de grandeur. Donc j'ai cité les études de Ioannidis dès le mois d'avril, votre travail ici à Marseille. Voilà, il n'y avait pas de quoi paniquer pareillement, si ce n'est que un certain nombre de systèmes sociaux se sont engagés dans cette direction. Donc c'est déjà sorti en Allemagne. Le gouvernement Merkel avait mandaté un groupe d'experts pour trouver les narrations les plus effrayantes possibles. Et là, c'est en train de sortir en Angleterre, où des membres de ce groupe, qui dépendent de Sage, admettent que leur manière d'utiliser la peur a été totalitaire et dévastatrice. Alors, s'il y a des gens intéressés par les questions juridiques parmi vous, ça relève de la définition internationale de la torture, ce qui a été imposé aux populations des pays d'Europe occidentale. C'est pas dit que les tribunaux avanceront vite en matière, mais vous voyez, je veux dire, il y a un tel décalage entre la réalité sanitaire et ce qu'on a fait croire à la population, évidemment que c'est problématique. Et dans mon pays, mon petit pays, je suis heureux de voir qu'une association ad hoc, les Amis de la Constitution, ont porté plainte contre la task force soi-disant scientifique. J'ai de la peine à voir ce qu'il y a eu de scientifique dans leurs travaux, mais au motif qu'il y a un article du Code pénal qui interdit d'alarmer la population. Et cette task force n'a fait qu'alarmer, juste pour vous dire. Moi, j'ai fréquenté le théâtre de l'absurde, donc je suis réaliste, donc je suis assez ouvert aux idées loufoques. Mais la task force scientifique suisse, aujourd'hui encore, se base sur les modélisations de l'Imperial College de Londres pour évaluer le nombre de morts qu'on a évité grâce aux mesures de confinement. Non mais, voilà, donc là, il y a un basculement. Les bouffées délirantes, c'est quelque chose qui peuvent advenir dans les sociétés humaines, on en a des exemples, mais jamais sur la durée. Quelque chose qui arrive, il y a un mythe urbain, il y a une espèce de truc, mais ça retombe. Et donc, on va questionner un glissement qui me semble extrêmement problématique, qui est que la science, ou plutôt la pseudo-science, est devenue une sorte de religion, avec une dogmatique, avec un clergé, avec une cardinalice, avec des gardiens du dogme, et d'une manière vraiment qui implique un certain fétichisme, mais conduit aussi, et c'est tout le drame, cette pseudo-science à disqualifier la vraie science. Donc on est dans ces renversements systématiques. Vous voyez, c'est des gens qui font n'importe quoi et qui maîtrisent mal leur domaine, et qui vont venir expliquer que c'est vous qui faites n'importe quoi et qui maîtrisez mal votre domaine. Alors, pour la deuxième partie de ma présentation, j'ai envie de vous emmener dans l'exploration de mes décryptages sur la manière dont la médecine a vécu les 15 mois écoulés. Alors déjà en rappelant que la biomédecine n'est pas une science, ça ne peut pas être une science, ça s'appuie sur des savoirs scientifiques bien sûr, mais si vous mélangez des molécules dans un laboratoire à des conditions de température et d'hygrométrie connues, vous aurez toujours le même résultat. Les gens qui font de l'hydroxychloroquine, ils ne trouvent pas une fois du pastis, une fois du pain, une fois de l'hydroxychloroquine. Quand vous donnez un traitement à un patient, vous n'avez aucun moyen de savoir ce qui va se passer. Aucun. Vous pouvez avoir des ordres de connaissances statistiques. Pour 65% des gens, ça fait ci ou ça. La médecine individualisée cherche à aller de plus en plus loin dans le fait de pouvoir anticiper certains effets. Mais donc, ce n'est pas une science, c'est une praxis qui s'enracine en quelque sorte sur deux jambes, et c'est la tension paradigmatique entre l'empirisme, le travail de terrain, l'observation des données, et la dimension statistique,
qui a été amené en grande partie, ou plutôt renforcé par l'evidence-based medicine, mais qui aujourd'hui passe plutôt du côté du big data, avec un risque majeur, c'est que le big data est complètement découplé de la réalité. Donc là, on est précisément dans une autre réalité, dans un univers parallèle. Alors parfois, ça peut tomber juste, mais le risque d'erreur est quand même assez maximal. Donc la jolie citation de Canguilhem, la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. Alors il y a eu un débat, ça ne vous aura pas échappé, quand vous avez produit la première étude qui montrait une réduction de la charge virale en 5 jours, observationnelle. Moi je me suis réjoui, j'ai fait un blog enthousiaste, je dis voilà, on a tous peur, il apparaît qu'il y a un remède prometteur, bonne nouvelle. Et puis je dois dire que, à mon âge, je suis plus surpris par grand chose, mais des fois ça m'arrive. Et là quand même, ça m'a surpris de voir la levée de bouclier instantanément qui s'est produite, et notamment en invoquant le prétexte que vous voyez là. Oui, mais ça vaut rien. Raoult, il fait de la science comme au XXe siècle, mais aujourd'hui, c'est l'evidence-based, et si c'est pas evidence-based, eh ben, désolé, on ne peut pas accepter ça. Et les gens qui ont tenu ce genre de discours ne sont pas des pives. Vous avez Axel Kahn, qui l'a dit et répété, vous avez Anthony Fauci aux États-Unis, qui a répondu ça à une audition du Congrès américain. S'il n'y a pas d'études randomisées en double aveugle, ça ne vaut rien. L'IHU s'est défendu en disant pas du tout, renseignez-vous. Moi, c'est ce que je fais quand je ne sais pas. Ce serait éventuellement à la portée d'un journaliste ou d'un politicien. Donc j'étais voir dans la littérature. Revue Cochrane de 2014, c'est le meilleur standard d'évaluation parce que c'est un regroupement qui s'est fait précisément pour soustraire la recherche médicale à l'influence des labos pharmaceutiques. Donc tout vérifier derrière. Et on voit effectivement qu'ils arrivent de manière très claire qu'il n'y a pas de preuves indiquant des différences significatives au niveau de l'estimation. Puis si on creuse un peu, on trouve de très jolies choses. Et même, les essais randomisés tendent à systématiquement produire des biais. Le taux de biais est plus élevé que dans d'autres recherches. Et en l'occurrence, cette conclusion, le chercheur en question y arrive en ayant évalué les 10 études randomisées en double aveugle les plus citées dans la littérature. Donc le top of the pop de l'evidence-based, quand vous creusez, en fait, c'est bourré de biais. C'est relativement peu fiable comme conclusion. Évidemment que si c'est financé par l'industrie, devinez quoi, le taux d'imprécision augmente. Il y a une forte probabilité qu'il y ait des divergences dans les résultats du fait du financement. Les conflits d'intérêts. Et là, n'importe quel conflit d'intérêts influence de manière significative les résultats qui vont être publiés. Et en conclusion, alors l'evidence-based, moi je ne suis pas contre, parce que j'ai notamment fait des recherches en neuropsychologie sur l'impact sur la santé des pratiques comme la mindfulness, la pleine conscience. C'est typiquement le genre de question où il n'y a à peu près que l'evidence-based pour faire émerger quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est un effet modéré, mais systématique, et si vous n'avez pas cette méthodologie, c'est très très difficile d'arriver à une conclusion. Par contre, une méthodologie, c'est un chemin. Méthode, c'est chemin en grec. Donc, ça dépend de l'objet de recherche. Et je suis d'accord avec les auteurs dans cet article qui concluent sur le fait qu'au fond, l'evidence-based n'a pas tenu ses promesses d'améliorer la qualité des soins. Il n'y a rien eu de significatif en ce sens-là. Et puis, c'est une méthode qui est particulièrement problématique. Pourquoi ? Parce qu'elle permet toutes sortes de falsifications et de camouflage des falsifications. Donc c'est vraiment la méthode royale pour soit, avec les protocoles de recherche, définir à l'avance ce que vous trouverez, soit une fois que vous avez récolté des données, mettre en avant ce que vous avez envie de mettre en avant. Donc bon, ça, sur le plan de la scientificité absolue, comme dirait quelqu'un, j'ai des doutes. Alors, pourquoi des gens comme Axel Kahn et Anthony Fauci ont-ils dit ça ? Deux choses l'une. Soit ils ne savent pas, et ça questionne le fait que ce sont des experts, soit ils savent, et ça pose une question. Comment se fait-il que des données fausses soient mises en avant comme ça ? Alors pour moi qui travaille ces questions depuis 20 ans, ça n'a été qu'une triste confirmation, mais la plupart des gens l'ignorent. On a un énorme problème avec la recherche médicale, notamment, et c'est un des intérêts de l'evidence-based, parce qu'on peut reproduire les stratégies de l'industrie du tabac. Entre le moment où on a fait le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon, il y a à peu près 40 ans qui se sont écoulés.
Et qu'a fait l'industrie pendant ce temps-là? Eh ben, mandater des études qui allaient créer des contre-feux, donner des messages contradictoires et conduire les décideurs à dire, au fond, on ne sait pas. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas ce « waouh, heureusement une possibilité avec le traitement que vous avez mis au point », là, j'aime pas non plus faire des prédictions, mais je me suis permis d'être prophète. Je me suis dit, vous allez voir, on va voir ça débouler dans la littérature scientifique. Parce que c'est cousu de fil blanc. Et donc, en même temps, apparaissait dans la doxa la mise en échec préventive de toute critique, à travers ce fantasme du complotiste. Et donc, là aussi, c'était simultané. Donc, on peut s'interroger en termes de stratégie. En tout cas, c'est bien trouvé si c'était intentionnel. Donc, je vais vous présenter, maintenant c'est la séquence complotiste de ma présentation, tout plein de contenus extrêmement complotistes, mais peut-être de gens auxquels vous ne vous attendriez pas. Premier, c'est Nations Unies, le rapporteur spécial des questions de santé, qui dit, dans la plupart des pays, et c'est encore plus fort en Occident, la santé est un des secteurs les plus corrompus. Il est urgent de confronter la corruption et ses impacts sur le droit à la santé, en particulier avec plus de protection pour les lanceurs d'alerte. Donc Christian Perron, à qui je rends hommage par ailleurs, parce qu'il est d'un courage admirable, il a vraiment rempli le rôle de lanceur d'alerte. Il était président de la commission des maladies infectieuses, donc il sait quoi faire, il a vu les décalages, il les a fait savoir. On peut tous apprécier le degré de protection qu'il a reçu de tout le monde. Commission européenne, alors ça c'est hilarant, quand ils sont en train de magouiller éhontément comme ils sont en train de le faire maintenant, eh ben, ils relèvent que la corruption est quand même un problème. Ça, c'est un rapport de 2014, et il faut lire, le secteur de la santé, la vulnérabilité à la corruption est généralisée. Généralisée. Les commissions occultes et la corruption demeurent préoccupantes dans les marchés publics et le secteur pharmaceutique. Bon. Vous voyez, la Commission européenne est complotiste. Ça, c'est très connu, c'est le fameux rapport de la Chambre des communes en Angleterre, très souvent cité, mais c'est une analyse magnifique où il montre finalement que, d'abord, l'industrie pharmaceutique trahit systématiquement ses responsabilités, c'est-à-dire que son action n'est pas dirigée vers le fait d'améliorer la santé de la population, mais de maximiser les profits, parfois à n'importe quel prix. Et qu'elle a infiltré tous les systèmes de pouvoir. Alors c'est là où on perd les gens la plupart du temps. Ils disent « ouais, mais ça c'est complotiste, je ne peux pas croire que tout le monde soit dans le coup ». Eh bien si, c'est systémiquement comme ça, depuis au moins une quinzaine d'années, elle est hors de tout contrôle, elle s'infiltre à tous les niveaux. Donc on le voit par exemple en France avec l'Agence de sécurité du médicament, qui a changé de nom un certain nombre de fois à chaque scandale, j'ai envie de dire. Et puis on sait que 60%, c'était l'évaluation de Thierry Soucard en 2010, des gens qui travaillent là-dedans ont des liens directs avec l'industrie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Mon ancienne présidente, Trude Dreyfus, une femme magnifique, merveilleuse, qui a été ministre de la Santé, qu'est-ce qu'elle dit ? Lorsque j'étais en charge de la santé, je devais signer d'une main avec les pharmas, tandis que l'autre était attaché dans mon dos. Bonjour la démocratie. Ancienne ministre de la Santé d'Équateur, corruption est systématiquement embedded. C'est un secret dont personne ne parle, mais c'est une réalité. Les témoignages des anciens rédacteurs en chef, le New England Journal of Medicine s'est caractérisé de nouveau par une série d'inconduites scientifiques, mais ce qu'ils ont fait ces derniers mois, mais il faut oser, je veux dire, quand on est une revue de prestige et de référence, publier des papiers aussi bidouillés, falsifiés, voire frauduleux, faut pas manquer d'air. Et ben en 2002, le rédacteur en chef disant, je pense que c'est honteux à quel point on est au service de l'industrie. Marcia Angel, au bout de 20 ans de rédactrice en chef du même journal, il dit, il est plus possible de croire une grande partie des recherches cliniques, ni de se fier aux directives médicales faisant autorité. Voilà. La rédactrice en chef qui dit ça, elle dit, je ne suis pas venu de plaisir à cette conclusion, mais je ne peux pas arriver à aucune autre. Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, qui a publié l'étude MERA, dit en 2015, on a basculé du côté obscur, oui, ça n'empêche pas dire chute. Et puis Richard Smith, ancien rédacteur en chef du British Medical Journal, qui dit en 2005, et vous verrez que ça a une certaine importance par rapport au pseudo-vaccin, disant que en fait, voilà, les revues sont des extensions marketing des compagnies pharmaceutiques, mais leur but n'est pas de publier de la science qui tienne la route.
il insiste, ça s'est répertorié dans un autre article, que most of what is published is plain wrong or nonsense. Voilà, ça c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Alors c'est compliqué. Évidemment que l'immense majorité des chercheurs ne sont pas malhonnêtes. Évidemment qu'il y a aussi de la science de qualité qui se publie dans les revues, y compris les meilleures. Mais ce qui pose problème, c'est que vous ne savez pas, si vous n'avez pas des compétences de lecture et de compréhension, si vous allez tomber sur un truc complètement pourri et frauduleux, ou sur quelque chose de remarquablement bien fait. Et comme les journalistes n'ont plus cette compétence, ben évidemment que ça pose problème. Pour celles et ceux qui auraient envie de creuser, le centre d'éthique de l'université de Harvard, SAFRA, a fait des recherches mais remarquables pendant 3 ans sur ce sujet. Ils ont tout mis en lumière. Hein. Bon, vraiment, c'est extrêmement bien documenté. Et ils insistent sur le fait que c'est pas de la corruption systématique. Ça ne veut pas dire que chaque personne dans les institutions est corrompue à titre individuel. C'est que l'entier du système est configuré pour privilégier les intérêts économiques au détriment de la santé de la population, et ça corrompt toutes les dimensions de la médecine. Donc désolé du diagnostic, mais la médecine est très malade. Elle est très très malade aujourd'hui, et c'est là où je me suis permis un compliment en entrée, parce que pour moi, vous avez été les gardiens de la rigueur et de l'éthique par rapport à ce monde-là, dont on savait tous qu'il était déjà distordu, mais évidemment dans des proportions qui sont aujourd'hui assez apocalyptiques, à vrai dire. Donc, il y a l'influence des médecins, pour pas qu'ils se rendent compte, surtout qu'ils composent avec leur conscience dans le fait de savoir que ce qu'ils font n'est pas tout à fait OK, mais sans avoir l'impression de faire des choses problématiques. Évidemment, ce mythe qu'il y a des remèdes sûrs et efficaces. Et puis, même la définition, notamment des manuels diagnostiques, c'est très fort en psychiatrie, où on crée des maladies parce qu'on a des remèdes à disposition. Voilà. Il y a un marché à prendre. Alors, tout ça, c'est très problématique, et Peter Gotche, qui vient de se faire virer, il y a 1 année et demie, de la revue Cochrane, qui malheureusement a cet espace d'indépendance intellectuelle, mais qui est en train d'être rattrapé par la corruption, lui a écrit un livre en 2014, il n'y va pas de main morte, mais il connaît son sujet, lisez-le si vous ne l'avez pas lu, c'est juste très impressionnant, où il dit que ça va même plus loin, c'est-à-dire que c'est pas juste des malfactures systématiques, c'est un système, c'est en fait une économie criminelle. C'est criminologique. Et il parle littéralement du mépris moralement répugnant pour la vie humaine de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que quand des boîtes mettent sur le marché un médicament dont ils taisent des effets indésirables, dont ils savent que ça va tuer des dizaines de milliers de personnes, mais que ça permet d'engranger des bénéfices monstrueux, on n'est plus dans quelque chose de léger. On est dans du crime organisé. Et le calcul de l'industrie, c'est si ça permet de faire rentrer 12 milliards de dollars et qu'on paye 1 milliard d'amendes, ça en laisse 11 dans la caisse. Et ce livre, de nouveau, il a été primé par l'association médicale britannique en 2014. Et Richard Smith, toujours lui, dit effectivement, il est effrayant de voir le nombre de liens qu'il y a entre cette industrie qui a basculé dans ce versant criminel et les pratiques habituelles de la mafia. C'est exactement les mêmes principes. Là, alors les Américains, ils sont amusants parce que c'est pas les derniers de la classe en termes de magouille, mais dans la culture anglo-saxonne, on aime bien la transparence. Donc, ils font des magnifiques tableaux où vous voyez toutes les condamnations depuis l'an 2000 des différentes firmes pharmaceutiques aux États-Unis, au civil et au pénal, le montant des amendes et le nombre de cas. Vous voyez Pfizer. Alors tout le monde fait confiance à Pfizer actuellement qui publie des études sans donner accès aux données. Eh bien, ils ont été condamnés à 71 reprises en 20 ans pour un total de 4 milliards 660 millions d'amendes, mais en ayant incorporé ça dans le business model. Comme vous payez votre loyer, vous le mettez dans le business model, eux, ils mettent les amendes qu'ils vont payer dans le business model. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste estomacant. Hein, on a 944 procédures en 20 ans, avec 56 milliards de dollars d'amendes. Voilà. Alors pour moi qui connais bien ces questions, ce qui évidemment est extraordinaire, c'est que par beau temps, tout le monde dit oui, c'est vrai, il y a quand même un petit problème. Puis dès qu'il y a l'occasion de faire un maximum de blé, alors c'est l'omerta. Et si vous le dites, vous êtes un complotiste. Il va falloir que les gens redescendent sur Terre à un moment donné. Une des conséquences, c'est que les erreurs médicales ou la conséquence des mauvaises prescriptions deviennent un problème de santé majeur. Et puis, vous savez comme moi que le British Medical Journal a essayé de tirer la sonnette d'alarme, tout récemment en disant que
On est en train de réprimer la science, de supprimer la vraie science, d'où les attaques. Et lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. Voilà, ça c'est le réel. Évidemment, ça n'a pas été relayé dans aucun média mainstream. Alors, quelques joyeusetés récentes, ça vous rappellera peut-être un souvenir. Et en ce qui me concerne, le scandale, il n'est pas tellement que ça ait eu lieu, parce que des escrocs cherchent à escroquer, ma foi, c'est dans la nature des choses. Mais il y a quand même deux questions qui se posent. C'est comment est-ce que le Lancet a accepté un torchon pareil? Je veux dire, en 10 minutes, ça m'arrive de me vanter aussi un peu par moment, je suis désolé, mais 2 jours plus tard, j'ai sorti ça. 2 jours plus tard. Ils se sont mis dans le sale drap, c'est juste indéfendable comme étude. Okay, mais comment est-ce que Lancet a pu l'accepter? Qui a fait le peer reviewing? D'où est-ce que ça sort? Et deuxième scandale, pourquoi est-ce que les conséquences que ça a déclenchées, et la seule hypothèse probable, c'est que l'OMS et votre ministre de la Santé n'attendaient que ça. Ils se sont précipités, sans même réfléchir. Ah, c'est bon, on y va. Mais une fois que ça a été dénoncé comme étant frauduleux, pourquoi ne sont-ils pas revenus en arrière? Pourquoi est-ce que c'est resté à l'identique? Et là, ça a été ma deuxième surprise. Il n'y en a pas d'autres. J'ai dit, là quand même, ils se sont tirés une balle dans le pied, ça va donner de l'air. Eh bien, pas du tout. Voilà. Et ça, c'est Radio-Télévision Suisse, début juin. La chloroquine est abandonnée par l'OMS, c'est un désaveu, on a cru à quelque chose qui n'existait pas. La vice-présidente de la task force, qui soi-disant est éthicienne, mais si c'est ça l'éthique, il faut que je devienne astronaute, qui dit, voilà, on avait envie d'y croire, mais en fait non. Je veux dire, le 5 juin, Bon. Fait honneur à Vincent Pavant, la fraude aujourd'hui, elle est partout. Elle est partout, c'est impressionnant. Ça, c'est un papier qui a été publié dans Science, par Arnaud Fontanet et Cauchemet, donc Conseil scientifique français, accepté en 3 semaines, normalement c'est 6 mois le processus de révision, et qui, alors il faut se lever de bonne heure pour choper Vincent Pavant sur des questions de méthodologie, c'est frauduleux. C'est frauduleux. Les équations sont fausses, et les courbes qui sont montrées ne correspondent pas aux données. Et c'est à l'appui de trucs pareils que le gouvernement prend la décision de confiner la France. We have a problem. Étude Pfizer, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais là encore, aïe, on est dans un make-believe, il faut faire confiance, les données sont solides, 95% de taux d'efficacité. Moi, j'ai parcouru la première de Pollack dans New England avec Alexandra Henrion-Caude et un médecin-chercheur qui veut rester anonyme pour pas subir le sort qu'on subit quand on n'est pas. Eh ben, déjà, ils ont changé le protocole de recherche. S'ils étaient restés au protocole initial, ça serait 70% d'efficacité relative. Et comme Doshi l'a montré, si on ramène des corps qui ont été exclus pour des raisons douteuses, on tombe à 19 ou 29% d'efficacité relative. Mais tout de même, le problème n'est pas là. Quand Richard Smith avait fait cet article, je l'ai déjà montré il nommait toutes les manières de tirer profit de manière malhonnête des différentes publications. Et le dernier, c'est présenter des résultats qui vont impressionner les gens, par exemple la réduction du risque relatif plutôt que du risque absolu. Et en ce qui concerne l'injection génique de Pfizer, c'est le fond de l'histoire. C'est-à-dire que la FDA exige des laboratoires qui publient les deux. Risque relatif, risque absolu, c'est quoi? C'est que si jamais vous avez 2 personnes contaminées dans le groupe contrôle contre une dans le groupe vacciné, vous avez une réduction de 50% du risque relatif, mais le risque absolu ou le risque réel, il baisse de 1%. Et donc, c'est cette donnée-là qu'il faudrait donner aux gens pour pouvoir apprécier. Le consentement éclairé ne peut pas se donner sans l'information par rapport au risque réel. Et ça n'est absolument pas fait. Donc ça veut dire qu'on est en train de convaincre, de persuader, avec là encore tout un travail de propagande, la population d'accepter cette expérimentation sur la base de compréhensions qui sont fragmentaires, ce qui évidemment est totalement contraire aux droits de la santé. Ça c'est mon ministre de la Santé, mois de décembre, le vaccin est sûr et efficace. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait peur. Ça me fait peur, on n'en sait rien. Je prie pour que ça soit vrai. Mais vous savez qu'on a retiré en catastrophe le vaccin contre la dengue, contre un virus à ARN, qui avait commencé à faire une hécatombe chez des enfants. On n'a absolument aucune idée de ce que cette injection génique va procurer, mais le ministre suisse de la Santé, lui, il vient. Pas de souci les gars, c'est sûr et efficace. Et là, j'en terminerai avec ça. On sent bien que c'est pas juste le fruit du hasard.
Il y a un moment donné où c'est la somme d'un ensemble de malhonnêtetés qui, quoi, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la spéculation, je vous présente des données, mais David Colomb, qui est chercheur à Sciences Po, est un des grands connaisseurs de la propagande actuelle, et lui il dit qu'aujourd'hui en démocratie on vit d'ores et déjà dans un registre de propagande et de manipulation des opinions. Ça, je vous les liste en vrac, on ne va pas les lire une par une, mais c'est tout ce qu'il y a d'anormal et de problématique dans ce qu'on a vécu et qui fait qu'une épidémie gérable est devenue une catastrophe. Pas infectiologique, c'est une catastrophe anthropologique, c'est une catastrophe civilisationnelle. Et je vous recommande vivement la lecture de ce livre, c'est vraiment pour moi la meilleure somme actuelle. C'est quoi les techniques de manipulation de masse dans le monde contemporain? Discréditer l'adversaire, vous en savez quelque chose, moi aussi. Il paraît que j'ai jamais rien fait de ma vie et que je ne sais pas de quoi je parle. J'espère que je vous en aurai convaincu. Prétendre servir l'intérêt général, primum non nocere, a dit Karine Lacombe sur un plateau télévision pour dire qu'il ne fallait pas donner de l'hydroxychloroquine. Primum non nocere. Mettre la science dans sa poche, c'est assez facile de l'acheter de nos jours. Donner l'impression d'avoir l'opinion de son côté, la vaste majorité des Français sont très très désireux de se faire vacciner. C'est pas un vaccin, d'ailleurs, faut quand même le rappeler. Faire peur aux consommateurs, bien sûr, faire diversion, gagner des experts décideurs à sa cause, d'où cette cohorte de gens qui défilent sur les plateaux télé, qui n'ont aucune compétence dans aucun des domaines importants, influencer les journalistes. Et là, quand vous avez toutes ces cordes de votre côté, vous êtes plutôt bien barré pour arriver à un monde qui nous inquiète, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui pousse dans cette direction. Alors, de nouveau, moi je vous présente des données. Mais pour moi, c'est évident qu'il y a au moins 3 ordres de façonnement de la réalité qu'on voit. Le premier, c'est les laboratoires pharmaco-vaccinaux, ils savent comment se sucrer de manière éhontée dans une épidémie. Ils l'ont fait avec H1N1. C'était presque une répétition générale. Donc eux, c'est comme les enfants dans le magasin de bonbons. On y va. Bon. Deuxième, c'est les GAFAM, dont le rêve est de surveiller chacun d'entre nous de seconde en seconde, de savoir seconde par seconde où nous sommes et ce que nous faisons, de contrôler les accès à un différent nombre de choses. Et puis le troisième, c'est cet effondrement civilisationnel dans lequel on est. La technostructure est devenue tellement étouffante et malsaine. Alors Albert Jacquard nous en avait prévenu il y a une quarantaine d'années. Il avait dit on est en train de construire un monde dangereux parce qu'on promeut les plus conformes et les plus ambitieux. Et donc les ambitieux, ils marchent sur les autres pour arriver en haut, et les conformes, ils laissent faire pour surtout pas se mettre mal par rapport. Il y a vraiment aujourd'hui un effondrement des structures sociétales, qui est peut-être une bonne nouvelle au demeurant, et puis l'émergence du transhumanisme, mais qui est aussi le fruit d'une société. Et le transhumanisme, de manière très résumée, je m'en excuse, mais c'est quoi? C'est s'affranchir de notre état de créature. Il vise l'immortalité, il vise réformer la génétique humaine par les moyens technologiques, changer le climat. M. Gates, il veut envoyer des nuages dans l'espace pour freiner le réchauffement climatique. Donc on prend le pouvoir sur ce fantasme d'hubris qu'on connaît bien, mais qui nous fait perdre complètement notre verticalité. Et en fait, notre salut et notre santé, c'est d'être des créatures dans une création que nous n'avons pas créée, d'être soumis à la finitude, à la maladie, à la souffrance, et de trouver notre chemin en solidarité dans cette condition humaine difficile. Mais là, on est face... Alors moi, ça me fait penser au mauvais dans James Bond, vous savez. Toujours le mec qui veut prendre le pouvoir sur le monde entier et tout changer, mais c'est le méchant dans James Bond, il délire, le type. Hein. Mais quelque part, on en est là. Et malheureusement, dans les réflexes de peur de nos concitoyens, moi je vois à la fois une absence d'immunité face à la manipulation, une espèce de croyance un peu innocente que finalement, a priori, ceux qui se décrivent comme les élites sont bien intentionnés à notre égard. Bon, pas tout à fait. Mais il y a aussi le fait d'avoir perdu des repères essentiels, comme qu'est-ce que c'est qu'une épidémie ? Que c'est normal de mourir à 87 ans d'une maladie infectieuse, qu'on va dans un EHPAD, non pas pour en ressortir guéri 3 ans après, mais pour y finir sa vie. Et que la question est peut-être autant comment est-ce qu'on finit cette vie-là, est-ce qu'on la finit d'une manière digne, dans la chaleur des liens qu'on lie, dans les rituels sociaux qui nous entourent, ou est-ce que, soi-disant pour protéger les personnes âgées, on leur inflige une torture qui de toute manière les fait mourir, mais dans des conditions abominables. Et cette perte de repères, j'ai envie de dire, est ce qui m'inquiète le plus, avec le big data qui arrive. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que le combat n'est pas perdu, mais nous avons vraiment des valeurs d'humanité. Et j'en terminerai avec ça, ce sera le dernier hommage que je vous fais.
Mais quand vous avez dit, nous soignons ici les gens comme s'ils étaient des membres de nos familles, voilà. Tout est là. C'est quand il y a un double standard que les choses deviennent compliquées. Quand j'applique à l'autre autre chose que ce que je m'applique à moi-même et au mien, là, on est dans la dérive éthique. Donc voilà, merci de votre œuvre. J'espère que ces quelques informations, c'est évidemment, quand c'est condensé comme ça, un peu dense, mais vous auront éclairé. Et je terminerai avec une citation d'Albert Camus. La seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. C'est de ce dont nous avons le plus besoin. Je vous remercie.